Alors, nous allons parler d'un sujet qui relève aussi du CSE et de l'employeur, puisqu'il y a quand même des sujets qui sont concomitants et qui doivent et qui doivent rassembler. Et on va parler de l'illettrisme et on se demande comment le CSE peut détecter les personnes en situation d'illettrisme dans l'entreprise. Alors, toujours avec Maître Chiared au barreau de Marseille et Fabrice Allégoët d'Oser vos droits. Alors, je vais me tourner vers l'avocate et je lui dis comment, dans l'entreprise aujourd'hui, avec toutes les règles qui sont de protection des données personnelles, etc., on peut aller voir quelqu'un en lui disant, dis-moi, tu sais lire? Alors, je pense effectivement que si on le prend peut-être de manière un peu brutale, il risque oui, de se vexer ou d'être un peu échaudé. Néanmoins, d'une manière générale, il appartient aux représentants, donc des salariés, donc les CSE, les syndicats, d'aller au contact des salariés et d'identifier clairement avec eux leurs besoins. Donc, si on est en présence d'un besoin de langue ou autre, ils doivent l'identifier. Donc oui, ils peuvent absolument recenser en nombre les salariés qui auraient des difficultés d'expression ou de langue écrite. Alors, je me retourne vers le formateur, là. Le formateur, qu'est-ce qu'il donnerait comme conseil au CSE pour aller justement à la rencontre? Alors, ça, c'est une constante qu'on a sur toutes les interviews. Il ressort que les élus de CSE doivent aller voir les salariés et ça doit vouloir dire qu'ils ne le font pas suffisamment. Par quel bout ils peuvent l'attraper et après comment ils ramènent ça en réunion de CSE pour dire voilà, on a X personnes dans l'entreprise en situation d'illettrisme, il faut absolument les former. Alors déjà, et vous avez raison de le dire, pour parler au nom des salariés, c'est important de parler aux salariés, de commencer par là. Et de le faire par différents biais, et en particulier par le biais des permanences, qui sont très souvent le biais le plus simple pour aussi recevoir les gens dans de bonnes conditions. Deuxièmement, quand on veut traiter un sujet, quel que soit le sujet, moi je conseille d'abord d'en faire la promotion. Par exemple, de commencer par des tracts, des affiches, des réunions d'information sur qu'est-ce que l'illettrisme, comment on peut être frappé d'illettrisme, parfois même inconsciemment, en refusant de reconnaître, en étant dans le déni, de reconnaître qu'on ne maîtrise pas suffisamment la langue maternelle, sa langue propre, hein, française en l'occurrence pour ce qui nous concerne, à l'écriture, à la lecture, qu'on ne sait pas calculer correctement et que dans la vie, ça nous crée quand même quelques difficultés, quelques handicaps. Et donc en faire la promotion, déjà ça montre aussi aux salariés que, ah oui, le CSE en parle, il est connaisseur du sujet, il est peut-être même légitime pour que j'aille le voir et chercher auprès de lui des solutions. Deuxièmement, faire la promotion aussi que le CSE respectera la confidentialité des échanges qu'il aura avec le salarié pour ne pas évidemment tribunaliser un petit peu ou médiatiser un peu trop le fait qu'il y ait des personnes illettrées dans l'entreprise et d'autres pas. Pour ne pas aussi créer des gênes ou des trous parce que c'est quand même un sujet qui est particulièrement tabou. Donc il faut faire attention à ça. Et puis après, peut-être expliquer que le CSE s'est entouré de professionnels qui vont être utilisés par lui pour détecter les vrais problèmes d'illettrisme et ensuite trouver des solutions pour accompagner les salariés pour en sortir. Alors, côté employeur, maître, je discutais l'autre jour avec un chef d'entreprise qui me disait maintenant, je vais imposer dans tous les entretiens d'embauche une dictée et j'embauche pas en dessous de 7 sur 10. Est-ce que, premièrement, on a le droit de le faire? Est-ce que, deuxièmement, l'employeur pourrait décider de faire une dictée par an à tous ses salariés pour voir à quel niveau ils en sont? Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je reçois des mails où je me mets les mains sur la tête parce qu'il peut y avoir 2 ou 3 fautes par phrase. Est-ce que pour l'image de l'entreprise, on ne peut pas imposer aux salariés d'avoir une pratique de la langue qui soit correcte? Alors, pour l'image de l'entreprise, j'entends, on peut, lors de l'entretien d'embauche, demander aux salariés, sans le contraindre, donc de demander aux salariés, au candidat, puisqu'il n'est encore pas embauché. Donc, on peut solliciter d'un candidat, à partir du moment où il n'est pas encore embauché, s'il accepte effectivement de se soumettre à une série de tests. Vous savez, ça se pratiquait par le passé sur les postes de secrétariat, de manière assez classique en réalité. C'est-à-dire, on faisait effectivement faire des courriers tests à des secrétaires pour connaître réellement de leur niveau d'orthographe. Parce que donc oui, quand on est candidat sur certains postes, on peut, lors de l'embauche, demander au candidat s'il accepte de se prêter à un certain nombre
on va dire, d'exercice. On va dire ça de manière plus simple. Après, faut-il chaque année soumettre l'intégralité de son personnel à une dictée de manière obligatoire? Certainement pas. De manière volontaire, pourquoi pas? Alors là, ça pose un souci, c'est-à-dire que demain, vous pouvez dire à un salarié, écoute, tu fais 4 fautes par phrase, je ne veux plus que tu écrives au client, parce que ça nuit à l'image de l'entreprise. Est-ce qu'on peut trouver ça légitime de la part de l'employeur et comment faire pour que l'employeur soit maître de l'image qu'il donne à l'extérieur? Alors, c'est-à-dire que si l'employeur fait ce constat, quelles conséquences il souhaite en tirer? Est-ce qu'il considère que le salarié est insuffisant? Je veux dire, après, il faut analyser, on va dire, dans le contexte factuel qui est concerné. Quelles conséquences l'employeur veut tirer du fait que le salarié, en réalité, est insuffisant dans la relation avec le client? Est-ce qu'il souhaite déplacer le salarié de son poste pour le placer à un poste, on va dire, plus discret, plus en retrait de la relation clientèle, ce qui poserait bien évidemment des questions en termes de droit, pour le coup, de modification du contrat. À partir du moment où un employeur recrute un salarié, il le recrute en connaissance de cause. Donc, soit nous sommes dans la proximité de la date contractuelle d'embauche, et auquel cas on peut considérer qu'il est insuffisant dans sa fonction parce que le cas échéant, on vient de découvrir qu'effectivement ça ne va pas du tout, alors qu'il nous avait dit qu'il savait écrire, il ne sait pas écrire. Enfin, voilà. Mais on ne peut pas utiliser, si vous voulez, on ne peut pas faire des virevoltes. L'employeur, à mon sens, ne peut pas faire des virevoltes en disant c'est plus bon aujourd'hui. Parce que ce qui était bon hier ne peut pas ne pas être plus bon aujourd'hui, ou encore une fois, peut tout autant l'être que l'employeur a rempli son obligation d'adaptation au poste par le biais d'une formation. C'est ce qu'on fait souvent, encore une fois, sur les logiciels. Vous savez, quand une entreprise introduit un nouveau logiciel, il a l'obligation nécessairement d'adapter ses salariés à l'utilisation de ces nouveaux logiciels. Donc, de la même manière... Alors, on pourrait rajouter aussi que pour inclure le CSE dans les dispositifs de recrutement, de rappeler qu'il est consulté sur les dispositifs de recrutement et de vérifier que les modalités, notamment de tests ou d'évaluation des compétences, soient non discriminatoires. Ça, c'est un principe d'équité et surtout justifié par le poste que la personne est censée occuper. Et puis, si on rappelle que l'illettrisme est un problème de handicap, on pourrait aussi rappeler aux employeurs qu'on ne peut pas discriminer une personne en raison de son handicap. Donc, vous voyez, c'est difficile de sortir grandi d'un test qui prouve qu'on fait 4 fautes par phrase et de dire vous ne convenez pas au poste parce que ça voudrait dire parce que vous êtes handicapé, je ne vous prends pas à mon service ou plus tard, je vous licencie parce que votre capacité à savoir lire et écrire est douteuse. Donc, je pense que c'est un sujet qui est beaucoup plus large que ça. Les employeurs devraient d'ailleurs avoir raison gardée sur ce sujet-là en disant, finalement, même si ça peut produire un certain handicap, ce n'est pas irréversible. On peut former, il y a une période d'essai, on peut même prévoir des périodes de formation avec par exemple une clause de dédit de formation qu'on peut intégrer au contrat de travail qui permettrait... en même temps que j'embauche, en même temps que j'instaure un système d'intégration, je forme parallèlement la personne pour acquérir les bases, notamment de l'écriture et de la lecture, qui lui font défaut. D'autant plus que des outils existent qui ne sont pas forcément onéreux. On pense à Projet Voltaire, notamment, ou à un de nos partenaires, toutapprendre.com, qui a sur le bouquet de services qu'il propose des cours d'orthographe et de dictée pour que les gens puissent... Et ça... c'est pas très onéreux. L'entreprise peut acheter l'abonnement et tous les salariés en bénéficier. Là, on est dans l'activité culturelle. Exactement. Là, exactement. On est dans l'activité culturelle. Maître, vous vouliez intervenir? Oui, non, pardon, c'était simplement dans le prolongement de ce qui venait d'être dit, c'est de dire, encore une fois, soit on requiert un certain niveau d'orthographe parce que c'est un élément déterminant de l'emploi, du poste qui va être occupé. À partir du moment où ce n'est pas l'élément déterminant, il n'y a effectivement, et je le confirme, aucune raison de priver un salarié d'accès à l'emploi. Là, on serait dans des considérations disproportionnées, absolument. Et quand on voit des emplois ouverts au bac plus 2, bac plus 3, on pourrait légitimement penser qu'ils sont passés par le cours préparatoire et toute l'école primaire. Or, il se trouve que beaucoup d'illettrés, je crois que c'est 10%, sont à bac plus 2 ou plus. Et 1 sur 2 est dans l'emploi. Donc ça peut être aussi un handicap pour l'entreprise. Et
pour l'entreprise et pour le salarié lui-même. Parce qu'un salarié qui aurait ce handicap, qui ne serait pas détecté et qui ne pourrait pas évoluer et faire changer les choses, pourrait se voir privé et bloqué dans l'ascenseur social de postes. Et l'entreprise, c'est un handicap, donc ça peut et l'entreprise peut se priver de talent aussi. Sa carrière, parce qu'il y a des vrais talents qui, bloqués pour un problème d'illettrisme, privent l'entreprise et privent les gens de l'ascension sociale légitime. D'où l'importance d'en faire la promotion, d'abord, pour déculpabiliser les gens qui ressentent une forme de honte d'être dans cette situation d'illettrisme, de ne plus en faire donc un sujet tabou, de ne pas en faire non plus un totem, et d'être capable, notamment pour le CSE, d'apporter de vraies solutions. La vraie solution, c'est de commencer à mettre en lien des professionnels qui permettent aux salariés de sortir de l'illettrisme, de respecter la confidentialité, et le financement peut tout à fait s'entendre sur le budget social. Ça peut tout à fait être considéré comme une œuvre sociale. Merci à tous les deux. Merci. Merci.